Ce soir, nous sommes avec le sélectionneur de l'équipe de France d'équitation, de saut d'obstacle. Donc nous serons avec Thierry Pommel qui va se connecter dans les prochaines secondes. Voilà, on y est. Nous Ah, bah y super. sommes. Ça y Magnifique. est, tout va bien. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On est déjà assez nombreux. Je vois qu'il y a Simon Laurin, Édouard Lévy, il y a le patron qui parle, donc les cavaliers sont bien présents. Je rappelle que tu es l'actuel sélectionneur de l'équipe de France. Bon, alors, sélectionneur, entraîneur, comment est Sélection. découpé Voilà. Maintenant, il y a un découpage qui est fait depuis un certain temps où l'ancien entraîneur s'appelle maintenant un sélectionneur et le nouveau staff fédéral depuis le début d'année 2019 donc fait qu'il y a un sélectionneur, il y a aussi un formateur mais qui entraîne les cavaliers. Donc moi, mon rôle est bien précis. Bon, je vois déjà le Ludovic est sur le groupe de Kevin qui dit que tu t'es mis à Instagram, belle progression. Il peut se moquer de moi, mais on peut, à tout âge, on apprend, je te rappelle, hein, Ludo. Voilà. Bon, en tout cas, on est ravis. C'est vrai que chaque soir, on essaye. On a des cavaliers. On était avec Yuri Mansour hier, mais on essaye aussi, à travers des journalistes, des photographes, des vétérinaires, en tout cas, de montrer tout l'écosystème qu'il y a autour du jumping et qui est finalement indispensable. Euh, Où es-tu? Que fais-tu pendant ce confinement? On était avec Michel Sorgue, qui va bientôt avoir le même poste que le tien en Suisse et qui me disait, bon, ben, je commence déjà à réfléchir à des couples, à regarder comment faisait mon prédécesseur. Comment t'occupes-tu actuellement? Alors, très honnêtement, je suis d'une part bien confiné dans ma maison à Bois-le-Roi. J'ai la chance d'habiter à 500 mètres du haras des Grands Champs, le domaine de la famille Rosier. Donc, ma femme est locataire de quelques box pour y mettre ses chevaux. Donc, je vais le matin aux écuries, je prends l'air, je monte aussi à cheval. Et puis l'après-midi, c'est plus consacré au bureau, au jardin, voilà, suivant les occupations que j'ai. Je dois avouer que c'est une période particulièrement creuse et il y a bien longtemps que ça ne m'était pas arrivé. J'en ai profité aussi pendant cette période de confinement pour vraiment faire le vide dans ma tête. Je comprends le, le, les préoccupations de Michel Sorg parce que j'en suis passé par là. Je dirais qu'aujourd'hui, je connais bien tous nos cavaliers français. Et mon travail est évidemment de les suivre en permanence. Donc, dans cette période plutôt creuse, eh bien moi j'en ai profité pour absolument faire le vide dans ma tête, me reposer et être prêt à repartir dès que les choses redémarreront. Donc le vide, à part monter à cheval, du jardinage, c'est quoi? C'est aussi de la lecture. On était avec Michel Robert qui nous parlait de méditation, de… Oui, bien sûr, bien sûr. C'est de la lecture, c'est du yoga. J'ai des échanges avec ma patronne Sophie Dubourg, avec le staff. On reste en contact en permanence. C'est du travail et d'échanges aussi en ce moment sur des préparations de livres d'examen de cavaliers. Donc, j'aide et je participe avec la responsable qui s'occupe de ça. Enfin, oui, bien sûr que je reste actif parce que je ne suis pas quelqu'un à ne rien faire. Toute ma vie, j'ai été en mouvement, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. J'essaye d'avoir une hygiène de vie euh, vraiment reposante, adaptée à ce qui se passe en ce moment. Je marche beaucoup en forêt, j'ai la chance d'avoir la forêt derrière. J'y vais un petit peu en cachette parce que on n'a pas le droit d'aller en forêt, mais on croise finalement beaucoup moins de monde que dans la rue. Donc pour aller aux écuries, au haras des Grands Champs, je vais en marchant, je fais des kilomètres à pied. Ça me permet de réfléchir, de méditer aussi. Voilà, mais je reste actif comme tout le monde, j'attends que l'on retrouve non pas une vie normale, parce que je trouve que la vie que j'ai en ce moment, je ne vais pas parler, je vais pas dire nous, mais la vie que j'ai en ce moment, euh, on revient à des valeurs très simples de vie familiale, d'échange, de prendre le temps, de faire des choses que l'on n'avait pas le temps de faire du tout. Et tout ça
fait du bien, je crois, parce qu'on a quand même une vie trépidante, on voyage beaucoup, je fais beaucoup de déplacements, et puis je dois dire que dans la mission que j'ai, ben j'ai aussi pendant la nuit certaines insomnies où je réfléchis, où je cogite même. Donc en ce moment, eh bien, tout ça est à côté de moi et pas dans ma tête. Et bon, tu disais que tu montais à cheval. Pour revenir sur Michel Sorgue, c'est vrai qu'en Suisse, bien que Michel ait énormément de cordes à son arc, il ne monte pas spécialement à cheval, ou en tout cas, c'est pas un technicien. Est-ce que toi, tu montes à cheval pour rester au plus proche de ce côté technique, que tu puisses apporter ça en piste au cavalier, ou c'est plus un loisir maintenant que ta carrière sportive notoire avec un titre de vice-champion du monde est terminée? Alors, je dois avouer que vraiment, vraiment, c'est un plaisir. Je ne vais pas parler de loisir. C'est un plaisir. Nous avons fait naître, ma femme et moi, une jument qui a maintenant 7 ans, qui présente de la qualité, qui a eu plein de malheurs, mais dont on s'est occupé. Et donc, comme je le disais, elle a 7 ans, elle était assez en retard. Et dans cette période où je dispose de temps, j'ai pris moi-même le temps de la travailler, de la monter. Donc, je la travaille réellement. Mais tout ça me permet aussi de rester au plus près de l'aspect technique. Je dirais que tant que je le pourrai, j'essaierai de ne pas m'éloigner de la pratique de l'équitation parce que c'est vraiment du ressenti. Alors, bien évidemment que je sais tout ce qui se passe dans la vie d'un cavalier, tout ce que les cavaliers peuvent ressentir, éprouver au travers de la compétition. Mais moi-même, ça me plaît de ressentir parce que quand je vois aujourd'hui ce qui se passe, ce qu'ils font, ce qu'ils sont obligés de faire, eh bien, je me l'applique tout simplement et ça me permet de bien prendre la mesure des choses et de comprendre aussi leur, leur qualité, leurs problèmes et tout le travail au quotidien. Je vois Caroline Di Stefano qui dit coucou Thierry, tu es au top. C'est vrai que Caroline qu'on a eue à ta place il y a peu aussi, c'était important pour nous de mettre en avant aussi ses propriétaires. Est-ce que tu restes en contact déjà avec tous les cavaliers et puis toutes les personnes qui gravitent autour d'eux? Oui, je reste en contact avec les cavaliers. Maintenant, là, sur mon agenda, j'avais noté les derniers contacts que j'ai eus. C'était il y a une quinzaine de jours où j'ai fait le tour un peu de tout le monde, savoir comment ils étaient installés dans ce confinement. Maintenant, je ne vais pas les harceler. Bon, je suis l'actualité, je suis ce qui se passe au travers des réseaux sociaux, les petites nouvelles. Bon, je suis aussi au contact des frères Rosier tous les jours, donc je parle avec eux bien évidemment et je les vois évoluer avec leurs chevaux. Les autres cavaliers, tous sont professionnels, ils sont très bien structurés, ils sont très bien organisés et je sais que ça se passe bien pour eux. Donc après d'avoir des nouvelles, là, d'ici la fin de semaine, je vais refaire un tour d'ensemble. Certains m'appellent aussi à savoir ce qui se passe, si quelque chose bouge, si j'ai des nouvelles par rapport au redémarrage des compétitions. Donc, bien sûr qu'on se tient informé. Aujourd'hui, c'est très simple, que ce soit les échanges de messages, de WhatsApp, de téléphone. Il y a un contact permanent. Voilà. Mais ça n'est pas tout le temps comme on peut appeler avoir ses enfants ou sa femme ou je ne sais qui si on n'est pas avec, de se téléphoner tous les jours ou plus. Quoi. Voilà. Une question d'Alice qui me permet, c'est bien d'avoir des profils différents chaque soir, qui me permet encore de faire le parallèle avec Michel Sor qui disait que euh, il mettrait un point d'orgue à en tout cas essayer d'agrandir son cercle, comme en France on voit souvent bon, 10, 12 cavaliers dans le top 10 et c'est à ça qu'on jauge un peu notre réservoir. Euh, Lui voulait mettre en avant les jeunes, mais aussi des cavaliers de 30, 40, 50 ans qui peut-être sortaient sur 1,40 m et avaient un bon cheval, mais qui n'étaient jamais un espoir, entre guillemets. Une question d'Alice. Vous qui étiez, toi qui étais avant en deuxième ligue auprès des plus jeunes, est-ce que ça t'a servi pour agrandir ce, ce premier groupe? Bien sûr, bien sûr. Mais alors, il est clair qu'il y a en France
mais dans tous les pays où il y a beaucoup de cavaliers, des noyaux durs. Hein. Je dirais que nous, en France, ça se passe, ça s'est toujours passé comme ça. On regarde des pays forts comme l'Allemagne, comme la Belgique, la Hollande, la Suisse, etc. Ces pays-là, il y a un noyau dur de cavaliers qui sont des cavaliers aujourd'hui avec beaucoup d'expérience. À partir de là, il faut penser à toujours préparer le futur. Moi, ça a été ma démarche au travers des années que j'ai passées avec les jeunes cavaliers. C'était vraiment de préparer des cavaliers pour l'avenir. Aujourd'hui, quand je vois des Édouard Lévy, Julien Anctin, Maël Martin, Hugo Breul, et j'en cite encore d'autres, qui ont été en équipe jeunes cavaliers sous ma direction, et ce sont des cavaliers qui sont des cavaliers d'avenir que l'on va voir dans les prochaines années. Bon, c'est bien sûr tout ce que je leur souhaite. Donc, il faut assurer un renouvellement. Après, ces places-là sont difficiles à prendre aussi parce que quand il va falloir pousser Kevin Stott, Pénélope Le Prévost, Patrice Delaveau, Julien Paillard, Simon Delestre, Roger Yves Boss, Philippe Rosier, etc., etc., ces gens-là, ils n'ont pas très envie de laisser leur place tant qu'ils se forment. Mais à un moment ou à un autre, il y aura un renouvellement. Et ce renouvellement, il faut le préparer. Donc, ça passe par les CSIO de deuxième ligue et puis aussi l'intégration dans les équipes de première ligue sur les CSIO principaux, voire même de championnat, comme on a vu arriver à un moment donné Alexis de Roubaix. Ce cavalier, il avait un cheval, il avait les qualités équestres pour participer à un championnat et il a parfaitement tenu son rôle. En parlant de championnat, une question de David. S'il y avait eu les Jeux de Tokyo en août prochain, est-ce que là, à l'instant T, tu avais déjà l'équipe définitive? Oui, 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 dans ma tête. Alors, l'équipe définitive, il faut bien savoir qu'on on était encore à 4 mois, 4 mois et demi, quoi. Mais bien sûr bon, j'avais déjà une première idée. Après, fallait-il encore qu'il n'y ait pas de problème de santé. On allait aborder les premiers CSIO, le premier CSIO de la Baule, et puis on allait partir dans cette saison. J'allais faire des essais sur les couples, etc. Évidemment aussi mesurer le niveau de préparation des chevaux. Donc, équipe définitive, non, mais dans ma tête, bien évidemment que j'avais déjà des cavaliers, des couples en route. D'accord. Justement, en parlant de Coupe des Nations, qui servent quand même à attester de nombreux couples, comment vous comptez faire pour la finale de Barcelone si elle a lieu? Parce qu'on voit que juin, juillet, août, c'est de plus en plus annulé. Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'entraîner les chevaux à part les Coupes des Nations? Alors, pour l'instant, j'ai une formule très, très simple, c'est que je sais que je ne sais pas. Ça veut dire, Oui. ça veut dire simplement qu'on ne sait pas quand va redémarrer la compétition. On ne sait pas s'il y aura cette année de la compétition internationale, à quel moment, comment. Donc vraiment, on est dans le flou. J'ai un niveau je dirais, de connaissance sur certains couples, hein, sur un certain nombre de couples plutôt, bon, qui sont prêts, qui travaillent, dont les chevaux sont arrêtés. Ça n'est pas une période de repos. Les chevaux ne sont pas en concours, mais ce sont des chevaux qui ont des métiers. Les cavaliers ont du métier aussi. Donc, ce que j'espère, si la finale de Coupe des Nations à Barcelone a bien lieu début octobre, je pourrais faire une bonne équipe. Maintenant, j'avoue, c'est très personnel, mais j'avoue que je commence à avoir des doutes sur le bon déroulement de ces compétitions internationales de fin de saison. Wait and see. Oui, quand on voit que l'Organisation mondiale de la santé préconise l'arrêt des matchs de football à l'international jusqu'à fin 2021, on imagine que tous les événements avec de la foule, comme des festivals ou autres, y passeront très certainement. Pour Une l'instant, question. nous ne savons Oui, absolument rien. Voilà. oui. Donc, Les cavaliers sont prêts, ils grattent du pied, ils travaillent leurs chevaux. Du jour où on sera prévenu
qu'on aura le top départ, eh bien, la compétition se réouvrira. Mais pour l'instant, nous ne savons pas ni quand ni comment. Très bien. Question de Léa pour toujours rester dans ce sujet. Qu'est-ce que vous pensez, alors je lis en direct, qu'est-ce que vous pensez de l'ouverture des nouvelles nations pour les Jeux Olympiques? C'est vrai qu'on passe sur une Formule 3 cavalier pour amener un peu plus de nations. Ça a beaucoup été critiqué par nos précédents invités sur le fait qu'on dévalorise. Il y a déjà tellement de 5 étoiles qu'une victoire en 5 étoiles n'a peut-être plus la même saveur que quand il n'y en avait que 25 par an. Et là, les Jeux Olympiques qui étaient le Graal du Graal, eh bien, ça devient aussi quelque chose à rabais. On a l'impression que les Jeux Olympiques aujourd'hui, le CIO et sans doute aussi la FEI ont un côté mercantile en ouvrant à des pays qui n'ont sûrement pas le niveau suffisant pour participer aux Jeux Olympiques. Moi, je trouve que ça dévalorise la compétition. Bon, on revient à cette Formule 3. Elle a déjà été expérimentée dans les années 60. Hein. Je crois que 64 et 68, Tokyo et Mexico se sont courus à 3. Et on sait très bien que ça fait des scores. Des scores fleuves. Bon, la volonté de la FEI était de simplifier le règlement et la formule des jeux. Je pense, j'ai vraiment pas le sentiment qu'elle l'ait simplifiée. Et puis de voir des pays qui n'ont pas le niveau vraiment de participation aux Jeux Olympiques, tel que le format va se passer. On aura une première épreuve qui sera une épreuve où il ne faudra pas mettre les cavaliers les moins expérimentés par terre, mais il faudra ressortir les bons. Ce sera tout le travail du chef de piste Santiago Varela, qui est au passage un homme extrêmement qualiteux pour construire ces parcours-là. Il s'est toujours parfaitement dosé. Là, il va avoir un rôle très difficile, mais je suis convaincu qu'il le tiendra. Mais maintenant, compte tenu de la façon dont certains pays se sont qualifiés, pour moi, là, on est tout à fait à côté du vrai sport. Voilà. Et qu'est-ce qui peut changer, qu'est-ce qui peut faire que on voit qu'il y a beaucoup d'athlètes, c'est eux qui font ce sport, ne pas se satisfaire de cette mesure. Qu'est-ce qu'il faut faire si même toi, en tant que sélectionneur et donc membre de la Fédération française d'équitation, les voix ne sont pas entendues finalement? Alors, c'est très simple. Les voix des cavaliers n'ont pas été écoutées. Les cavaliers ont cessé de dire que ça n'était pas bien comme ça en permanence. Les voix n'ont pas été écoutées. Nous avons eu des réunions de chefs d'équipe. On nous écoute, on nous entend. Nos interlocuteurs représentant la FEI notent en disant on prend note, OK, il ne se passe rien. On a l'impression de ne pas être entendu. Un intervenant de la FEI a dit nous sommes capables, au lendemain des Jeux Olympiques de Tokyo, de revenir en arrière si ces Jeux Olympiques ne se sont pas passés comme nous le souhaitions, que dans le format que nous pensions le meilleur. Donc, on verra. On va passer par cette épreuve des Jeux Olympiques de Tokyo. Nous verrons bien. Il ne faut pas non plus être idiot. Et maintenant, de toute façon, c'est fait comme ça. Nous allons les faire et participer sous ce format-là. Tout le monde est assez inquiet de la façon dont ça va se passer, mais on va y aller. Et puis, quand ces jeux seront finis, le moment sera venu de faire le bilan à ce moment-là et de voir si la formule convient ou s'il faut vraiment changer les choses. Nous verrons. Je vois quelques questions. On va enlever la casquette sélectionneur et puis on va revenir un petit peu dans les archives à la casquette cavalier. Tu es né à Saumur, il me semble. Donc le cheval, c'était évident dès le début. Comment tu es venu à tout ça?
Ouais, c'est surtout que je suis né dans une famille de cavaliers. Mon père, pour pouvoir monter à cheval, est rentré dans l'armée et donc était sous-maître à Saumur. Il est resté à Saumur pendant un peu plus de 10 ans. Donc, je suis né à Saumur. Et puis, après, mon père, ayant quitté Saumur, a créé sa structure, son centre équestre. Et j'ai grandi et évolué dans le centre équestre, donc jusqu'à mes 18 ans, voilà, avec ma scolarité, avec un début d'études aussi. Et pour l'histoire, j'ai perdu mes parents dans un accident de voiture, je venais d'avoir 20 ans. Donc à ce moment-là, j'ai interrompu la faculté de droit pour euh, rentrer complètement dans le métier du cheval. Et puis, il a fallu aller passer les examens. Donc, je suis parti à Saumur à 6 mois plus tard. Je devais y rester 2 mois, je crois, pour passer mon examen de moniteur, le brevet, brevet 1. Et puis, finalement, l'écuyer en chef, le colonel Durand, à l'époque, m'a proposé de rester plus longtemps. J'ai donc intégré l'écurie fédérale de concours complet. Et je suis resté 5 ans à Saumur. Voilà, ça a été une très bonne formation pour moi. Et au bout de 5 ans, bon, il fallait que j'avance aussi. Le CSO m'attirait énormément. J'avais des chevaux qui étaient très vieillissants à Saumur. Il fallait prendre une décision. Le centre équestre, l'association tournait très très mal. Donc j'ai été sollicité pour revenir et là reprendre avec un peu plus de maturité, le diplôme en poche, remettre les pieds dans le centre équestre qu'avait créé mon père. D'accord. Ok, bon, c'est plutôt, plutôt complet. On fait un gros bond dans le temps, mais une question de Pauline, du coup, quel est ton plus grand souvenir équestre après avoir construit tout ce que tu viens de nous dire? Bah, je pense qu'évidemment, ma participation au championnat du monde à Rome et ma participation dans le quatuor final pour participer à cette finale tournante. Oui. Vraiment, On en vraiment. parlait justement de la finale tournante avec un invité, avec Sabrine Delaveau, justement, on a retracé un petit peu la finale de Caen. C'était vraiment mythique et elle a abordé le fait qu'on pourrait peut-être retrouver ce format intéressant sous d'autres conditions, parce que c'était quand même vraiment, ça sacrait le cavalier, le champion du monde, et tout le monde en rêvait, non? Mais bon, un championnat du monde, comme un championnat d'Europe, ça se court sur plusieurs jours. C'est une compétition donc qui commence par un barème C. Ensuite, il y a l'épreuve par équipe. Ensuite, il y a une finale individuelle. Et le plus qu'il y avait lors de ces championnats du monde, c'est qu'il y avait une finale tournante bon, pour les quatre premiers cavaliers hein, qui restaient en lice, avec échange des chevaux. C'est vrai que bon, un championnat peut s'arrêter à la dernière épreuve individuelle comme un championnat d'Europe. Bon, c'était le plus, mais ça consacrait en même temps, oui, sans doute le meilleur utilisateur. Voilà. Moi, le souvenir que j'en ai, vraiment qui est un très beau et grand souvenir, c'est que j'ai eu la chance de participer dans cette finale avec Rodrigo Pessoa, avec Willy Melliger et avec Frank Soutak, qui étaient trois cavaliers vraiment que j'admirais déjà, voilà, et que je regardais, que j'observais. Donc, ça a été un grand moment. Euh, J'avais un cheval sensible et susceptible. Ça ne l'a pas du tout détérioré après. Donc, ouais, bon, je pense qu'on a voulu, on a retiré cette finale compte tenu aujourd'hui du calendrier des compétitions, des circuits, en disant on va économiser sans doute le lobbying de certains qui pensaient que ça abîmait les chevaux. Ça n'a pas été mon sentiment, donc c'est un peu dommage, je trouve. C'était une très belle épreuve et en plus pour le public, vraiment très spectaculaire. Oui, c'est vrai que c'était assez incroyable. Comment on fait quand on se retrouve face à ces trois grands et qu'on doit monter le cheval au pied levé? On sait que Patrice et Philippe Gerda avaient regardé les vidéos, justement. Il y en a qui disent non, non, surtout pas, fait au feeling, à l'instinct. Quelle était la stratégie sur le moment, si tu t'en souviens? Il y a trois choses. Trois choses. La première, c'est que nous avions avec Patrick Caron regardé les vidéos, c'est sûr.
La deuxième chose, c'est quand je me suis levé le dimanche matin, pour moi, la quatrième place n'existait pas. C'est-à-dire que vraiment, dans mon esprit, dans ma concentration, dans ma motivation, j'étais au plus mal troisième. Voilà. Et la dernière chose, c'est que tout au long de cette finale, j'ai absolument joué avec mon feeling. Alors, j'avais observé les cavaliers avant, je les connaissais bien aussi. Celui que je connaissais le moins, à la limite, c'était Llanos avec Rodrigo. Et qui d'ailleurs, le cheval m'a bien bluffé parce que quand je l'ai monté, c'était pas du tout l'image que je m'en étais faite. Mais et après voilà. Donc la troisième chose, je disais, c'était vraiment de monter avec les chevaux avec ce feeling-là. De par mon métier de formateur cavalier de jeunes chevaux, j'avais monté beaucoup de chevaux avant. Pas sur des hauts niveaux, mais en tout cas, chevaux de tout tempérament, de tout modèle, etc. Donc, c'est vrai que j'ai pas été vraiment perturbé par le fait de monter ces chevaux-là, qui étaient évidemment très bien dressés. On refait un bond sur une période plus actuelle maintenant avec Alan qui demande entre les cavaliers de concours complets que vous entraînez pour le CSO et les purs cavaliers de saut d'obstacle, euh, est-ce qu'il y a eu une différence dans le travail ou est-ce que vous les préparez à être le meilleur quoi qu'il arrive? Je les prépare à être les meilleurs. J'ai absolument appliqué avec les cavaliers de concours complet exactement la même chose que ce que j'ai toujours appliqué dans le CSO tout au long de mon enseignement, mon entraînement. Euh, il y avait surtout une chose très importante à régler avec les cavaliers de concours complet quand j'ai commencé à intervenir, c'était le chronomètre. Donc on a travaillé là-dessus et après tous les exercices et la façon de procéder sont les mêmes. Le message que je fais passer à ces cavaliers de concours complet en permanence, c'est de leur dire on travaille les bases, toujours on met les bases. Voilà. Les bases, elles sont les mêmes pour dans toutes les disciplines, et pour la discipline du saut évidemment, ce sont les mêmes. Et à partir du moment où vous avez ces bases, après une épreuve de cross, quand vos chevaux, vous sentez vos chevaux fatigués, courbattus, dans une compétition, une grosse compétition, un championnat, ben, vous vous servez des bases et là, au moins, vous avez les bons repères pour effectuer les meilleurs parcours possibles. D'accord. Tu parles des bases du cheval que le cheval doit avoir et que le cavalier doit répéter, mais est-ce qu'on n'entre pas dans une période où on fait beaucoup plus attention aussi aux bases du cavalier? Tu parlais de yoga tout à l'heure, on a eu Michel Robert qui a vraiment insisté là-dessus aussi avant-hier. Est-ce que le staff met à disposition des gens qui font que le cavalier est un athlète aussi lui à part entière et il prend soin de lui? Oui, oui, il y a une grande évolution. Il y a une énorme évolution. C'est que pendant des années et des années, on s'est parfaitement occupé de nos chevaux et toujours dans un souci de s'en occuper de mieux en mieux, mais on ne s'occupait pas de nous. Ce qui fait que personnellement, j'ai eu des problèmes, des gros problèmes de dos, j'ai eu de gros problèmes d'adducteurs. Tout ça font qu'on ne peut pas évoluer dans les meilleures conditions dans le quotidien comme en compétition. Et là, depuis maintenant quelques années, les cavaliers pensent beaucoup plus à leur physique, s'occupent plus d'eux, se soignent. La fédération aide, préconise, recommande des intervenants. C'est aussi à chacun de trouver la bonne personne. Et c'est vrai, quand on parle de yoga, pour mi aussi, c'est bon pour la tête, c'est bon pour le corps, c'est un retour d'une certaine façon sur soi. C'est vrai que certains cavaliers ont choisi d'en faire, d'autres c'est de la gymnastique, mais c'est aussi de la préparation. Quand on voit sur les concours, les grosses compétitions le matin, bon, si les épreuves ne commencent pas très tôt, eh bien, vous en voyez beaucoup qui sont soit à la salle de sport en train de courir ou en train de faire des footings à l'extérieur, de revenir de footing, etc., de faire des étirements. C'est bien évidemment une hygiène de vie qui est recommandable pour tous et plus les jeunes commenceront tôt, mieux ce sera pour eux et c'est ce qui se passe en tout cas dans les stages fédéraux qui sont donnés.
c'est que dans le staff, il y a qui interviennent sur les stages, il y a tous ces gens formateurs à côté, en tout cas, de ce qui se passe à cheval. Tu parles de préparation. Hier, Yuri Mansour nous disait que beaucoup de Brésiliens allaient à Wellington l'hiver pour être en équipe parce qu'ils sont un peu en Espagne, un peu en Hollande et c'est pas évident pour tous se retrouver. Est-ce qu'il y a une tournée que tu privilégies en début de saison, une question de Léa? Ah oui, bien sûr. Ben, nous avons la chance en Europe d'avoir les tournées dans le sud de l'Europe et particulièrement en Espagne. Donc, il y a 3 tournées. Le Sunshine Tour, le Med Tour à Oliva. Il y a aussi un tour au nord de Valence. Et puis au Portugal, à Vilamora. Donc, il y a vraiment du choix. Et on voit que ces tournées ont vraiment du succès parce qu'elles permettent de commencer plus tôt. Elles donnent aussi les conditions météo qui sont agréables. Donc les chevaux sont mieux, les cavaliers se préparent. Alors ça intéresse particulièrement les cavaliers qui ne sont pas sur les circuits indoor, qui ne participent pas à la Coupe du Monde et ils peuvent emmener grande partie de leur écurie ou toute leur écurie et de se mettre en route parce que de toute façon, le travail est une chose. On est toujours le meilleur à la maison. Hein. Quand on travaille à la maison, on est en pleine forme, je suis prêt, je vais tout gagner. Et puis quand on se confronte aux autres dans la compétition, ben, on s'aperçoit que tout n'est pas encore parfait. Donc c'est de faire de la compétition et ces circuits ont l'avantage d'offrir tout ça, bien sûr. Et justement, comment tu comptes remettre tous tes cavaliers au travail une fois qu'on aura un calendrier de concours qui se redessinera? Ah, mais je ne vais pas les remettre au travail parce que je peux te garantir une chose, c'est qu'ils sont au travail. C'est Oui, qu'ils mais n'ont tu dis qu'à la maison, voilà, on est le meilleur, mais quand non, il faut. bon, tous ces cavaliers, les chevaux sont déjà en route puisqu'ils ont Oui, tous participé déjà à des compétitions. Bon, bah, c'est une période, je ne vais pas dire de repos parce que j'aime pas ce terme-là, mais en tout cas, cette période au moins présente l'avantage de reposer les chevaux dans tous leurs déplacements. Hein. On sollicite beaucoup les chevaux aujourd'hui au travers du nombre de compétitions, des longs voyages aussi, pour ne pas parler des voyages en avion. Ce qui m'intéresse beaucoup, et ça, on ne le saura et je ne le saurai qu'à la fin de cette période, quand la compétition va repartir, c'est que nos cavaliers de tête, je ne vais pas les citer, que ce soit les Kevin, Pénélope, Julien, Bosti, et je continue comme ça, qui sont en permanence sur le circuit, hein, qui sautent tout le temps, Simon. Voilà, que tous ces cavaliers étant confinés dans leurs écuries, ils travaillent leurs chevaux au quotidien. Parce que quand c'est la période de compétition avec 3, 4, 5 jours, quand ils à Shanghai, etc., ils laissent une partie de leur piquet de chevaux, cavalier maison, et ces chevaux-là, ils les retrouvent 4, 5 jours après. Là, tous les jours, ils travaillent leurs chevaux, ils les suivent, et je pense que ça aura un côté positif parce que forcément, ils sont plus près de leurs chevaux dans le quotidien, dans le travail, de ressentir des choses qu'ils vont approfondir, prendre le temps de travailler et améliorer, et ça n'en sera que bénéfique. Je rebondis sur ce que tu dis. C'est vrai que ça peut aussi permettre à des chevaux de 6, 7, 8 ans de devenir peut-être matures beaucoup plus rapidement, ou en tout cas, là, ils peuvent préparer une relève bien plus que s'ils étaient dans ce Oui, cercle infernal des concours. oui, oui, oui. Comme on a nos cavaliers, vraiment, ils veulent être à cheval, ils travaillent, ils veulent toujours améliorer leurs chevaux. Et c'est vrai que ces chevaux qui sont en devenir ben, évoluent forcément. Voilà, moi, c'est l'aspect positif. Question de Manon qui parle de la place des femmes dans les sports équestres. C'est vrai qu'on voit par exemple les États-Unis qui peuvent aligner 4 ou 5 femmes en Coupe des Nations. Euh, Comment expliquer que nous, ce soit l'inverse et que pour le moment, le sport de haut niveau ne soit porté que par Pénélope au féminin? Ouais, je pense que à un moment donné,
les femmes bifurquent parce que elles créent des familles, qu'il y a des enfants, qu'il y a une vie de famille, voilà, et qu'elles sont moins disponibles. Cette compétition aujourd'hui, elle nécessite d'être 5 jours par semaine partie et d'être parti 50, 51 week-ends. Hein, quand on voit le rythme de folie que mènent ces cavaliers, en prenant des avions toutes les semaines, en passant du temps dans les aéroports, c'est une vie de fou à la fin. Bon, ce qui leur plaît, Kevin me disait ça il y a 2 jours, ce qui lui plaît, c'est la compétition. Mais c'est pas de prendre l'avion et d'être dans les aéroports et d'avoir des connexions et de rentrer au milieu de la nuit, plutôt tôt le lundi matin à la maison pour repartir le mardi soir ou le mercredi. Voilà, ça c'est une vie difficile. La vie qu'ils aiment, nos cavaliers, et leur activité, c'est le concours. Après tous ces voyages-là, c'est vraiment fatigant, exigeant. Je rebondis sur ça. Tu parles de Kevin et d'aéroport. Je l'ai appelé il y a quelques jours. Il nous a donné ses lectures, justement, tous ses livres préférés qu'il dévore quand il attend dans les aéroports. Donc, si vous souhaitez, c'est sur notre site internet. Je rebondis aussi sur ce que François Mathis Junior nous avait dit. C'est vrai qu'on parle des femmes qui font une vie de famille et qui forcément doivent s'absenter plus ou moins longtemps. Lui, il disait aussi qu'il a besoin de faire d'autres sports, de voir autre chose, de ne pas être en concours 4 week-ends par mois. Est-ce que c'est aussi une bonne stratégie, ça, de s'ouvrir à d'autres passions pour finalement être meilleur, avoir un meilleur œil Bien quand on revient sûr, dans le bien cheval? sûr que oui. Il est toujours bien d'avoir quand même une ouverture d'esprit. Mais je pense que c'est surtout l'important, c'est d'avoir une bonne ouverture d'esprit et de ne pas être focalisé que son activité, choses qui existent à côté, et quand on peut les découvrir, ça n'en est que mieux. Et puis, je pense que ça permet aussi de prendre du recul par rapport à sa propre vie. Il faut savoir souvent se mettre un peu au-dessus de tout ce qui se passe et puis de dire ben, là, voilà, qu'est-ce que je fais, comment je suis, comment je me sens, qu'est-ce que je dois faire, continuer, changer, etc. Donc, il est bien de prendre du temps pour savoir faire autre chose. Voilà. Mais malheureusement, notre sport est aussi fait d'une passion extrême. Donc, à un moment donné, on avance, et puis on oublie un petit peu ce qu'il y a à côté. Et à côté, il y a de très belles choses, bien évidemment. Ça rejoint ce que nous disait. On a eu Benjamin Plantade, le cavalier de maison de Daniel Deusser, qui disait qu'effectivement, même ses journées off, eh ben, il les passe aux écuries parce que c'est plus qu'un métier et c'est peut-être même plus qu'une passion. Michel Robert nous disait hier que c'était un art. Pour parler de nos espoirs féminins, on a Camille Condé-Ferrat qui se dit ravi de te voir sur ce live, même si la connexion est à revoir. Oui, mais j'en suis responsable, je Non. l'assume. J'ai l'impression que le réseau 3G sur Bois-le-Roi n'est pas terrible. Et en plus, on a une maison qui est un peu retirée dans les murs et ça passe pas très bien. J'en suis désolé C'est pour tout le monde. Thierry Rosier. C'est Thierry Rosier avec toutes ses stories sur Instagram qui vous pompe toute la 4G, non? On le sait, Je très actif sur les réseaux sociaux. en parlerai demain. Question de Pauline qui demande on a parlé du meilleur souvenir avec ta casquette de cavalier, mais quel est le meilleur souvenir pour le moment avec l'équipe de France depuis que tu es à la tête du groupe 1? Ce sont, je vais dire que c'est toujours des très bons souvenirs. Alors, bien évidemment que le meilleur souvenir, c'est une victoire l'année dernière. C'est si le moment où la France a obtenu la qualification par les résultats des cavaliers l'année dernière, ça a été aussi un immense soulagement. Je dois avouer que j'étais très déçu que les 4 cavaliers n'aient pas pu ramener cette médaille de bronze qu'ils méritaient vraiment par tout leur travail et leur investissement sur les épreuves. Après, chaque fois qu'un cavalier a un bon résultat, pour ne pas parler d'une victoire, je suis l'homme le plus heureux. Parce que moi, je vis aujourd'hui pour ces cavaliers, pour le sport, pour ces cavaliers. C'est pas la compétition me plaît
tout ne me plaît pas dans la compétition telle qu'elle se passe dans certains concours, mais en tout cas, le travail de tous ces cavaliers au quotidien et pour aller en concours et tout leur engagement dans la compétition, quand ils ont les bons résultats, moi, ça me comble de bonheur. C'est vraiment, je vis pour ça. On a eu beaucoup aussi de réflexions avec nos derniers invités sur le fait que l'année prochaine, techniquement, il y a les championnats d'Europe plus les Jeux Olympiques. Est-ce que c'est pas une chance en or d'aligner 8 couples et de se préparer pour Paris 2024 d'une manière un peu plus forte que d'habitude? Ah ben, c'est vraiment mon souhait. Moi, en tout cas, j'espère, je demande, j'insiste pour que les championnats d'Europe l'année prochaine aient lieu. C'est bien évident, parce que d'une part, sur un plan international, il y a des nations qui n'auront pas la chance de participer aux Jeux Olympiques en Europe. Je pense à l'Italie, à l'Espagne, à certains pays du nord de l'Europe, et en passant par l'Autriche, etc. Donc, ces pays-là se retrouveraient pendant 2 années sans championnat, sans grand championnat, c'est une chose. Pour ce qui concerne les nations fortes, on va commencer par nous, la France, mais la Belgique, l'Allemagne, la Hollande. Je suis convaincu que ces pays-là ont la possibilité d'aligner une deuxième équipe, bien sûr, avec éventuellement des cavaliers qui auraient des deuxièmes chevaux. Je pense à personne en particulier, mais on a, c'est sûr. Oui. Et donc, c'est d'autant plus important qu'il faut penser à l'avenir, à préparer les championnats du monde qui auront lieu en 2022 et puis dans la préparation pour les Jeux Olympiques 2024. Donc j'espère vraiment qu'il y aura que le championnat d'Europe 2020 à Budapest l'année prochaine, c'est clair. Donc le plan qui t'arrangerait serait de décaler plus tôt dans l'année les championnats d'Europe et d'avoir aussi un intervalle assez conséquent entre Europe et Jeux Olympiques. Non, j'ai pas. Moi, mon idée, c'est plutôt réglementairement de dire que les chevaux qui auront participé aux Jeux Olympiques ne pourront pas Ah oui. participer aux championnats d'Europe. Voilà, parce que ces chevaux-là auront fini les Jeux Olympiques début août. Ils seront à même de ressauter bon, quelques temps après, et puis de pouvoir participer aussi à la finale des Coupes des Nations de Barcelone. Et par contre, que le championnat d'Europe soit ouvert à d'autres chevaux, donc, tout simplement. Moi, c'est un peu mon idée. Maintenant, nous verrons encore bien ce que la FEI nous donnera, nous pondra à ce moment-là. D'accord. Question de Léa qui dit que justement, tu as devant toi tous les couples de la planète et tu peux en extraire un et lui dire, toi, tu es français et je t'amène tout de suite avec moi en Coupe des Nations. Qui est-ce que tu prends? Un couple. Oui, étranger. Aujourd'hui, je vais prendre Steve Gerda. Avec n'importe quel cheval, du coup. Ah oui, Steve, voilà. Je vais prendre Steve. Maintenant, il y a plein de cavaliers, mais je vais prendre Steve parce que ouais, j'aime le cavalier, j'aime le fait qu'il dans son fonctionnement, etc., dans sa philosophie, je me sens assez proche de ce qu'il fait. Voilà. Il parle bien Et français, encore plus simple, etc. Voilà. bon, on a posé cette question à tous les cavaliers, en tout cas quel cheval ils souhaitaient monter des chevaux étrangers. Plusieurs fois, Explosion est vraiment revenu beaucoup de fois avec Ben Maher aussi. C'est vrai que c'est. Oui, oui, mais vraiment, bon, j'aime beaucoup Explosion, bien évidemment, et c'est un cheval très spectaculaire. Maintenant, il y a vraiment aujourd'hui sur le circuit international un certain nombre de chevaux qui sont vraiment hors du commun de par leur qualité, de par leur tempérament. Moi, il y a un cheval euh,
que j'adore vraiment, c'est Vancouver de Lanlore en France. Hein. Bon, Bon. ce cheval-là, avec Pénélope a un fonctionnement de couple où le cheval donne tout. Il a parfaitement compris ce que lui demandait sa cavalière. Plusieurs comme ça, ouais, dans des pays différents évidemment, mais bon, voilà, je cite un exemple, mais il y en a d'autres comme ça. C'est sur Steve Garda, c'est vrai qu'on le voit très offensif, porter la parole des cavaliers avec Philippe Lejeune et d'autres sur cette multiplication de 5 étoiles. On a eu Christophe Hameux qui nous a aussi parlé de cette évolution et que finalement c'était un équilibre très fragile, les concours. On le voit actuellement. Euh, comment on peut faire? Certains parlent d'une sixième étoile pour réaugmenter le niveau pour que des concours comme Aix-la-Chapelle soient pas au même niveau que d'autres. Certains ont cité, bon, je citerai pas de nom, mais contre des bacs à sable, comme certains l'appellent. Euh, quelle va être l'issue de tout ça? L'idée de mettre une étoile en plus, je ne pense pas que ça soit la solution. Bon, les bacs à sable, vous savez, les bacs à sable, on peut bien les réduire, mais si l'argent est là, de toute façon, une grande part des cavaliers iront. Donc, c'est vrai que quand on a des concours comme Aix-la-Chapelle, pour ne citer que lui, mais il y en a encore bien d'autres, on en a pléthore en France et des magnifiques, hein, Dinard, La Baule, Chantilly, ces concours sur herbe, et puis on a aussi d'autres très beaux concours, même s'ils sont sur le sable. Mais je crois que la différence qui s'est faite à un moment donné, ce sont les dotations, c'est l'argent. C'est tant mieux pour les cavaliers, pour leurs propriétaires, mais le sport forcément s'en ressent. On voit des concours qui finalement deviennent tous les mêmes. Simplement, on les déplace de pays, voire de continents. On avait une question sur les championnats d'Europe à Dinard. On sait que la famille Mars essaye de les amener à Dinard. Est-ce que c'est envisageable d'avoir un beau championnat d'Europe en Bretagne? Bien sûr que oui, bien sûr que oui, c'est envisageable. Simplement, pourquoi aujourd'hui dire que le championnat d'Europe ne peut se faire que sur le sable? Pendant des années, ça s'est fait sur l'herbe et très Avec la beau. Chapelle en 2015 aussi d'ailleurs. Et Aix-la-Chapelle, championnat d'Europe, championnat du monde sur herbe. Donc, j'espère, et je le souhaite de tout cœur, et d'abord pour la France, pour Dinard, pour la famille Mars aussi, qui fait un concours, qui organise un concours extraordinaire. Donc, à un moment donné, pourquoi ne pas faire un championnat d'Europe à Dinard? Moi, pour moi, le bon sens fait que tout s'y prête en plus. Eh ben Thierry, merci beaucoup. Malgré ces petites difficultés, c'était très, très intéressant. On vous souhaite une bonne fin de confinement à toute ta famille. Et puis, on espère à très vite sur les terrains de concours. Merci Théo, au revoir à Merci tous. beaucoup. Bonne soirée.